Alors, comment peut-on, et c'est là l'ultime partie de mon cours, espérer transformer le monde, ce qui est, mesdames et messieurs, à votre charge, vous, élite future de la nation passée que nous sommes. Il y a deux façons, par le haut, c'est-à-dire reconstruire la régulation par les institutions, par le bas, c'est-à-dire à partir des sociétés. Par le haut, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord par les États. Ça, c'est le credo que l'on retrouve dans des traditions idéologiques souvent totalement opposées. Autant à gauche, dans une certaine gauche ou ce qu'il en reste, que dans une certaine droite et de ce qu'il en est. L'idée que finalement, c'est par l'État et la souveraineté que l'on pourra récupérer ce qui a fait l'échec et la perte de notre temporalité présente. Et cela m'amène à poser trois questions simples. Ce sont des questions. Première question, est-ce que la souveraineté est encore une solution? Est-ce qu'un État peut aujourd'hui, compte tenu de ce qu'est l'espace mondial, oser le choix souverain? Quand on nous explique qu'on va abandonner l'euro, qu'on va abandonner l'Europe, que l'on va recouvrer une totale souveraineté, est-ce que ces affirmations font encore sens? Lorsqu'on parle de démondialisation, est-ce que ça veut dire encore quelque chose? Je crois que tous ceux qui disent cela n'ont pas pris l'ampleur des problèmes, n'ont pas pris notamment la mesure de ce que je vous ai répété et que je souhaite vous dire encore une fois aujourd'hui, pour la dernière fois. La mondialisation, ce n'est pas seulement le faible qui dépend du fort, ça, rien de nouveau sous le soleil, c'est aussi et de plus en plus le fort qui dépend du faible. C'est-à-dire que nous sommes passés avec la mondialisation dans une temporalité dite du maillon faible, c'est-à-dire où la solidité des actions dépend de la capacité de résistance des maillons les plus faibles. Nous sommes donc dans un monde où solidarité aujourd'hui a plus de sens que souveraineté. Et l'Europe, notamment, je vous l'ai déjà dit, est confrontée à cette question. Est-ce que l'Europe va rester une association? À coup sûr, alors elle disparaîtra. Ou est-ce que l'Europe va tenter la solidarité? C'est-à-dire que considérer que les problèmes des Grecs sont les problèmes des Allemands, que les problèmes des Portugais sont les problèmes des Britanniques, et qu'une souffrance au Portugal, souffrance économique ou souffrance sociale, est une souffrance pour toute l'Europe, et qu'il ne peut pas donc y avoir de remède individuel. Si on ne tente pas la solidarité, la souveraineté nous mettra dans l'illusion rhétorique. C'est-à-dire que c'est facile de faire des alexandrins en vantant le retour à la souveraineté. Mais ceci, dans un monde d'interdépendance, ne fait plus sens. La deuxième question que je me pose, c'est si on veut recycler l'État, est-ce qu'il ne faut pas retourner aux politiques? Je vous l'ai dit, et encore tout à l'heure dans le dialogue, la crise de notre monde, c'est une crise de faiblesse politique, j'allais dire de débilité politique, mais le mot eût été équivoque, et encore, était-ce vraiment une équivoque? De faiblesse politique, on a besoin de retourner aux politiques. C'est ce que fit d'ailleurs le président Roosevelt en 1932 lorsqu'il arriva au pouvoir. C'est par un retour aux politiques qu'il a réussi à repenser ou à penser les nouvelles donnes d'une société américaine qui était, comme vous le savez, dans un triste état. Et troisième élément, est-ce que la démocratie d'hier peut continuer à fonctionner comme telle? Est-ce qu'elle n'a pas besoin de nouveaux canaux de représentation, de nouveaux canaux d'affirmation? Et ceci va très loin parce que c'est non seulement la revitalisation de la démocratie au niveau local, c'est non seulement la revitalisation des institutions parlementaires, mais c'est aussi l'élargissement du droit de vote. Est-ce qu'on peut régler le problème de l'immigration en niant
la pertinence du droit de vote des immigrés. C'est le sujet. Je ne vous apporterai pas de réponse, même si vous pouvez la deviner, mais en tous les cas, l'idée d'exclusion, l'idée de forteresse est exactement à l'encontre de ce qu'espace mondial peut vouloir dire. Deuxième possibilité, les organisations intergouvernementales globales, autrement dit le multilatéralisme, l'ONU. Tout le monde, en 1989, pariait sur une revitalisation du multilatéralisme onusien. Et les réformes qui ont été tentées, c'est là que l'on retrouve la réforme du Conseil de sécurité que nous évoquions tout à l'heure, mais c'est là que sur le plan social, nous retrouvons les objectifs millénaires du développement. Tout ceci est resté lettre morte, c'est-à-dire a été inclus dans la rhétorique onusienne sans être véritablement, sans être traduit en pratique. Pourquoi l'ONU apparaît aujourd'hui comme non réformable? Parce que tout projet de réforme des institutions onusiennes buterait immanquablement sur le droit de veto des grandes puissances, c'est-à-dire des 5 puissances qui disposent du droit de veto au sein du Conseil de sécurité. Face à chaque initiative de réforme, il y a mécaniquement au moins l'une de ces 5 puissances qui a intérêt à bloquer la machine. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans le blocage permanent. C'est la raison pour laquelle les puissances émergentes qui ont un droit naturel d'accéder au statut de membre permanent du Conseil de sécurité n'y parviennent pas, ni le Japon, qui est pourtant le premier contributeur au financement des Nations Unies, ni le Brésil, ni l'Inde n'ont, semble-t-il, aujourd'hui la moindre chance de pouvoir devenir des membres permanents du Conseil de sécurité. Croyez-vous qu'un tel blocage puisse simplement se reproduire de la sorte? Est-ce que vous ne croyez pas qu'à terme, ce blocage va donner naissance à des stratégies de frustration, puis à des stratégies de renoncement? Qu'est-ce que c'est que les stratégies de renoncement? Écoutez, si vous ne voulez pas de nous, eh bien, nous irons trouver compensation ailleurs, avec tout le risque d'affaiblissement du multilatéralisme qui tend à en dériver. Ce formidable blocage du multilatéralisme, premièrement, est tout à fait contre l'histoire. L'histoire, ça a été en 1945 la naissance d'un système onusien qui ne connaissait dans le contexte de l'époque ni les questions de développement, ni les questions d'environnement, ni même véritablement les grandes questions liées aux droits sociaux. Est-ce qu'on peut continuer à vivre dans cette fiction? Est-ce qu'on peut continuer à vivre comme si le monde s'était arrêté en 1945? Évidemment non. Et la deuxième question qui se pose derrière ce blocage onusien, c'est ce cercle vicieux qui veut qu'à mesure que le monde est en crise, les plus puissants se bloquent sur leur posture oligarchique, c'est-à-dire opposent le minilatéralisme à toute ouverture, ouverture aux autres États, mais ouverture aussi aux acteurs sociaux, blocage du multilatéralisme social revendiqué en son temps par Kofi Annan. Les organisations régionales. Autrefois, quand je faisais ce cours, j'expliquais que c'était la solution. Est-ce que véritablement, aujourd'hui, les organisations régionales ont une capacité régulatrice? Au moment où on constate que l'Europe est devenue surtout une machine à régénérer les nationalismes à l'intérieur de l'Europe, on peut bien entendu se poser la question. Et d'autant plus que ce que l'on constate comme infirmité de l'Europe se retrouve à peu près dans toutes les organisations régionales. Le Mercosur, le NAFTA-ALENA, l'ASEAN. Partout, ce qui a été la solution raisonnable aux défis nouveaux de la mondialisation apparaît désormais comme instance de blocage. À tel point que l'on voit apparaître des solutions de substitution qui s'appellent le transrégionalisme.
Ça, c'est pas trop grave encore, car ça va dans le sens de l'intégration. Transrégionalisme, c'est-à-dire union d'États qui appartiennent à des continents différents. L'IBAS, Inde, Brésil, Afrique du Sud, ou les BRICS. Mais il y a pire. C'est cette renaissance dramatique du bilatéralisme. Face à l'échec des multilatéralismes régionaux et mondiaux, on voit les États se débrouiller eux-mêmes pour passer directement des accords avec les États capables de régler d'autant plus directement et favorablement les problèmes auxquels ils se trouvent confrontés. Nombre de plus en plus élevé d'accords bilatéraux passés directement avec la puissance américaine. Alors, est-ce que ce minilatéralisme dont je vous parle tant peut être la régulation de demain? Voilà, mesdames et messieurs, à quoi servent les G, à prendre des photos qui permettent à M. Berlusconi de faire quelque exercice de clownerie. À part la photo qui vient ainsi clore les G8 ou les G20, connaissez-vous quelque chose d'important qui se décide dans ces réunions annuelles? Avez-vous le souvenir d'un G8 ou d'un G20 qui ait réglé un problème, qui ait pris des décisions concrètes? Alors face à cela, on nous dit c'est normal, c'est pas fait pour décider, c'est fait pour se concerter. Oui, mais concertation sans décision, ça veut dire blocage, ça veut dire immobilisme. Et c'est peut-être le lot commun de tout devenir en matière de délibération de club. Alors, et nous nous rapprochons de la fin et de la sortie, est-ce que c'est par le bas? Est-ce que c'est par les sociétés que se régulera l'espace mondial?